Bon, eh bien, bonjour à tous. Je vais donc vous présenter rapidement mon TIPE que j'ai fait donc pour les concours aux grandes écoles de l'année 2023-2024 sur le thème donc jeux et sport. Euh, L'objet donc de ce TIPE, c'est l'étude des propriétés polymériques du nylon et de ses applications au sport de voile. Donc avec une étude approfondie donc, du polymère et une mise en condition de ses utilisations dans les sports de voile. En effet, le nylon est un polymère extrêmement utilisé dans les sports de voile puisqu'il permet la fabrication de voiles, mais également la fabrication de cordages de type suspente par exemple, de voiles de type parachute ou parapente. On s'intéressera majoritairement dans, dans cette présentation aux voiles de type parapente. Et ce car le nylon possède de nombreuses caractéristiques très intéressantes, notamment le fait que c'est un polymère étanche, particulièrement résistant à la rupture, souple et flexible, avec une légèreté certaine, et il est également particulièrement durable et facile à recycler. Donc c'est un matériau particulièrement intéressant pour cela. Alors la problématique sera comment peuvent être expliquées les propriétés du nylon et de quelle manière ces caractéristiques sont-elles mises à profit donc dans la conception de voiles et de cordage. Et donc pour cela, on va s'appuyer sur trois parties majeures. D'abord le cadre de l'étude. Ensuite, on va essayer de comprendre les propriétés physico-chimiques du nylon. Et puis, dans une dernière partie, on va voir l'optimisation de la conservation et de la fabrication du matériel de voile et plus précisément de la voile. Alors, effectivement, pour notre étude, nous avons pris deux échantillons de nylon 6,6 qui nous serviront donc de base. Un échantillon donc dit personnel de nylon 6,6 synthétisé en laboratoire, et puis un autre échantillon commercial qui est issu d'une voile de parapente simplement ayant déjà servi pour de nombreux vols. Alors, le nylon 6,6 c'est un polymère, comme dit précédemment, un polyamide plus précisément, dont on repère ici la fonction amide. 6,6 parce qu'il y a 6 carbones de ce côté-là et 6 carbones de ce côté-là de l'azote, donc de l'azote de la fonction amide. C'est une synthèse qui se fait par polycondensation, c'est-à-dire qu'on va relâcher du HCl et fabriquer notre nylon à partir du 1,6-diaminohexane et du dichlorure d'adipoïl. Hein, donc c'est assez intéressant. Avec N molécules et N molécules ici, on obtient notre motif N fois plus NHCl. Donc cette synthèse se fait à l'interface de deux phases, cyclohexane et eau. En effet, il faut éviter de mettre notre dichlorure d'adipoïl en présence d'eau parce qu'il y aurait une hydrolyse certaine. Donc il faut mettre notre dichlorure d'adipoïl dans du cyclohexane et dans la soude on mettra simplement le diaminohexane.
Et donc à l'interface de ces deux phases, comme on peut voir sur cette photo-là, on a notre nylon qui se forme et on peut enrouler le nylon sur une baguette en verre afin d'obtenir des fibres particulièrement utiles pour nos futures études. Pour la voile commerciale, c'est une voile, comme on peut voir sur cette photo, une grande voile qui fait de l'ordre de 50 mètres carrés, dans laquelle on vient découper des petits morceaux qui font des échantillons de l'ordre de 20 centimètres carrés. Ça permet d'avoir des échantillons un petit peu plus gros que nos fibres qu'on a fait ici, mais tout de même utilisables pour nos études. Et surtout, ça nous permet de profiter de l'avantage d'avoir une plus grande matière à utiliser. Alors, le nylon 6,6, c'est un polyamide résistant pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une polarité certaine de la liaison amide par la forme mésomère. Donc là, l'azote vient fournir un doublé au niveau de la liaison azote-carbone qui va fournir également un doublé à l'oxygène, chargeant positivement l'azote et négativement l'oxygène. Ça implique une certaine polarité qui, par conséquent, implique une structure microscopique certaine, puisque les fibres et les chaînes de nylon 6,6, les chaînes de monomères, de polymères, pardon, s'assembleront microscopiquement. Comme on peut le voir sur cette image, on voit bien que les liaisons hydrogènes formées entre l'oxygène, pardon, pas les liaisons hydrogènes, la polarité fait qu'il y a un arrangement des chaînes carbonées selon un certain sens. Et puis justement, les liaisons hydrogènes, j'y venais un petit peu tôt, font que ces arrangements sont encore plus prononcés et encore plus résistants, puisque l'arrangement entre l'atome d'oxygène de la liaison amide et l'atome d'hydrogène de l'azote, comme on peut le voir ici en gros plan, font que cette structure est particulièrement rigide, résistante, mais également souple, puisque elle est distordable sans rompre en fait. Et il y a également une structure, cette fois-ci à une échelle un petit peu plus grande, c'est une structure semi-cristalline qui est dite de shish kebab, représentée par cette petite illustration, où ici on a donc les chiches et les kebabs qui sont les petits disques. Cette structure, elle est particulièrement résistante parce qu'en fait, lors d'élongation, les chiches viennent s'agrandir et simplement assurer la résistance de la structure. Et lors de compression, c'est les kebabs qui viennent dissiper l'énergie dans la structure, ce qui fait qu'on retrouve nos points forts de la structure du nylon 6,6, c'est-à-dire une structure microscopique rigide, résistante et souple. Mais il y a également un outil qui nous permet de comprendre un petit peu de quoi on parle, et c'est le degré de polymérisation, euh, qui va nous permettre de comprendre également les propriétés polymériques du nylon de manière un petit peu plus précise, avec des données numériques et de quoi comparer surtout nos deux échantillons. Le degré de polymérisation, c'est quoi? C'est près le nombre moyen de motifs qu'on retrouve dans une chaîne de polymères. Se définit comme étant la masse molaire du nylon divisée par la masse molaire du motif. Et ça peut être aussi une méthode de caractérisation de notre produit de synthèse. On le verra par la suite.
Alors, donc le but, c'est de déterminer M nylon, évidemment, parce qu'on connaît la masse molaire du motif. Si on revient à- à la présentation du motif, on a juste à compter les atomes et à additionner les masses molaires des éléments chimiques. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la masse molaire du nylon. Et pour ça, en fait, il faut déterminer le nombre de monomères qu'il y a dans une molécule, dans une chaîne polymérique. Et pour cela, en fait, on va solubiliser les chaînes de polymères dans de l'alcool benzylique afin de titrer les fins de chaîne carboxyliques. En fait, on supposera que lorsqu'on va dissoudre notre nylon 6,6, on va former ici une fonction amine et ici une fonction acide carboxylique. Et en titrant les fins de chaîne carboxyliques, on remontera à la quantité de motifs qu'on avait notre, dans tous nos polymères qu'on a introduits dedans. Et ça va nous permettre de remonter donc à la masse molaire de nylon. On va voir les équations juste après, il n'y a rien de très compliqué. On fera donc l'hypothèse qu'en fait, lors de la solubilisation, chaque macromolécule a en moyenne une fin de chaîne carboxylique. Évidemment, la solubilisation peut faire en sorte qu'il y en ait deux. Imaginons qu'on ait ici non pas un monomère, pas une macromolécule, pardon, mais deux macromolécules à la suite. On peut avoir une autre fin de chaîne carboxylique à la fin. Sauf qu'en fait, on va faire l'hypothèse qu'on n'en a qu'une seule. C'est une hypothèse totalement raisonnable en fait, puisque la solubilisation dans l'alcool benzylique, qui va se faire à chaud, on va le voir après, est une solubilisation plutôt efficace. Donc on peut supposer en fait assez raisonnablement qu'il n'a qu'une seule fin de chaîne carboxylique. Donc on va dissoudre à chaud, parce que le nylon c'est soluble uniquement à partir de 100 degrés dans l'alcool benzylique, donc on va chauffer sur une plaque chauffante avec un petit réfrigérant à boule pour faire un montage à reflux. Le but c'est de garder le solvant à l'intérieur le plus possible. Donc montage à reflux classique avec un temps de dissolution alors de 15 à 20 minutes. Ça dépend de l'agitation, ça dépend du récipient, ça dépend de la rapidité de chauffage. Et donc en fait on obtient une solution un petit peu brunâtre, donc d'alcool benzylique et de nylon dissous. Ensuite, on vient titrer nos fins de chaîne carboxyliques par de la potasse. De la potasse parce qu'on est en milieu organique. Donc la soude est moins pratique en milieu organique. C'est-à-dire que la soude, il y a moins de diffusion avec la soude dans le milieu organique que la potasse. D'où le choix de la potasse. On vient utiliser une potasse à 5,10-2 mol par litre. C'est ni trop peu concentré, ni trop concentré. Connaissant pas en fait, ne connaissant pas le résultat final, il fallait prendre une concentration raisonnable. Et 5-10-2 mol par litre, c'est une concentration qui nous est parue assez raisonnable pour le coup. Et on va voir après que ça a été un bon choix. L'équation de titrage, c'est la suivante, hein. On vient titrer les fins de chaîne carboxyliques par la potasse. Et finalement, ça nous donne l'ion carboxylate conjugué plus une molécule d'eau. Molécule d'eau qui viendra directement s'enlever de la phase organique pour éviter tout problème d'hydrolysation, d'estérification, etc. au sein de notre phase organique. Et donc le titrage se fait par indicateur coloré. Avant l'équivalence, on a notre solution brunâtre ici. Et après l'équivalence, on a une solution rose vif, rouge vif, qui est caractéristique finalement de la phénylphtaléine, qui a une zone de virage, si je ne dis pas de bêtises, autour de 8,5 à 10, entre 8,5 et 12, qui est une zone de virage où se trouve notre équivalence. C'est pour ça qu'on utilise la phénylphtaléine.
Donc, on vient ensuite tranquillement revenir à notre degré de polymérisation. On introduit une certaine masse M de nylon dans notre Erlenmeyer pour le titrage. Et donc notre degré de polymérisation, c'est la masse de molaire, la masse de nylon dissous divisée par la masse molaire du motif. La masse de nylon dissous, pardon, divisée par la masse molaire du motif, fois la concentration en potasse, fois le volume à l'équivalence. Ça nous permet de déterminer donc le degré de polymérisation. Et on obtient des résultats assez pertinents et assez intéressants, qui sont les résultats suivants. Pour le nylon personnel, l'échantillon personnel, on a un volume à l'équivalence qui est gigantesque, 151,1 ml. Ça fait une dizaine de burettes, hein. On en a passé au moins 8 ou 9. C'était assez rigolo sur le coup, mais assez stressant quand même parce qu'on s'attendait à avoir un degré de polymérisation plus élevé pour notre nylon personnel. Finalement, après calcul et traitement des incertitudes, on a un degré de polymérisation de 14,5 avec une incertitude raisonnable. Donc c'est assez faible pour un nylon quand même. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le nylon commercial qui valide notre méthode puisqu'on obtient un degré de polymérisation de 262 qui est faible quand même pour un nylon, mais beaucoup plus raisonnable, avec une incertitude plus grande quand même, mais on a un volume à l'équivalence qui est de 15,7 ml. Donc finalement, le choix de la potasse à 10-2 est raisonnable au vu des résultats sur le nylon commercial. Donc, si on fait un petit résumé de tout ça, en fait, on obtient que le nylon personnel a un degré de polymérisation plus faible que le nylon commercial qui lui a un degré de polymérisation plus élevé. En conséquence, le nylon personnel sera moins souple, plus fragile et moins résistant, contrairement au nylon commercial qui sera plus souple, moins fragile et plus résistant. Ça, effectivement, on s'en est aperçu dès la synthèse finalement, puisque après séchage donc des fibres qu'on a enroulées autour des baguettes de verre, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait, c'était extrêmement fragile, extrêmement friable. Et donc, en fait, ça corrobore totalement ce qu'on vient de démontrer ici. Et c'est pour ça que ça peut expliquer les propriétés polymériques du nylon, puisqu'un degré de polymérisation, a priori, voudrait dire que, degré de polymérisation élevé, a priori, voudrait dire que il y a des propriétés de souplesse, de résistance accrues. Alors enfin, on va passer sur la partie optimisation en voyant d'abord une optimisation de la voile et puis une optimisation du stockage afin de comprendre les propriétés du nylon et les impacts surtout de ces propriétés sur la conception de voiles de parapente. Alors, pour l'optimisation de la fabrication de la voile, je me suis appuyé sur une théorie par simulation d'écoulement d'air, sur un modèle de voile fait sous SolidWorks simplifié, où j'ai appliqué 4 simulations, une simulation d'air humide avec une voile classique, une simulation simplement classique, un air classique sur une voile classique, et 2 simulations raide et souple avec une voile beaucoup plus souple, module d'élasticité x10, divisé par 10, pardon, et une voile beaucoup plus raide, module d'élasticité x10. Et cette simulation permet de calculer la portance. Alors ici c'est une petite erreur, c'est une relation évidemment scalaire puisque la portance n'est pas collinéaire à V. C'est des relations en normes ici. Mais donc la simulation me permet donc de calculer la portance en norme et pas en vecteur du coup.
Et la traînée, encore une fois en norme et pas en vecteur, même si cette relation est fondamentalement juste. Euh, et SolidWorks calcule par simulation et par calcul du champ des vitesses V, donc ici, selon l'équation de Navier-Stokes, hein, la fameuse équation de mécanique des fluides de Navier-Stokes, avec mu la masse volumique du fluide, P ici qu'on voit la pression, eta la viscosité dynamique, G l'intensité de pesanteur, et je crois que j'ai tout dit. Après, bon, nabla, tout ça, qui sont les opérateurs gradients et le Laplacien ici. Et donc ce calcul de champ des vitesses se fait par un paramétrage complet de notre fluide. Ici, j'ai mis une petite fenêtre pour qu'on se rende compte à peu près des paramètres qui sont demandés, mais ça c'est une liste non exhaustive évidemment, puisqu'on doit introduire la température ici en Kelvin, la vitesse d'écoulement selon les axes, etc. Que j'ai résumé ici globalement. On prendra donc une vitesse de 16,5 mètres par seconde, qui est une vitesse raisonnable pour une voile de parapente, ça fait une trentaine de km/h, enfin un peu plus, mais c'est totalement raisonnable en fait. Selon -UZ, ça c'est simplement par rapport à la conception de la voile sur le logiciel, et un air atmosphérique à 20 degrés, qui sont des conditions normales de vol. Et pour l'humidité, c'est à peu près 75% d'humidité pour la simulation humide. Donc on obtient des résultats visuels, ça c'est ma voile que j'ai modélisée dans le logiciel. Et là c'est le flux d'air qui arrive et qui percute la voile. Alors on voit ici qu'on a une vitesse qui est diminuée sur l'intrado, accélérée sur l'extrado de la voile, pas tellement touchée sur les bords. Mais ce sont des résultats visuels en fait, et ça nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse le plus, c'est les résultats numériques de la portance et de la traînée. Ici, pour la simulation classique, on voit que les courbes obtenues se stabilisent à partir d'un certain temps de calcul. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre de tirer des valeurs moyennes pas trop aberrantes, en fait, et surtout globalement justes. Et donc ces valeurs moyennes-là, elles sont répertoriées dans les histogrammes suivants, où on a ici la portance par type et la traînée par type. On remarque donc que la plus haute portance c'est pour humide et classique, et puis la plus petite traînée c'est pour la voile classique, avec un air classique également. Pourquoi je regarde la plus grosse portance et la plus petite traînée? C'est parce que pour optimiser un vol, il faut optimiser la portance pour voler le plus longtemps possible et minimiser la traînée pour avoir le plus de vitesse possible. Et en fait, on se rend compte que cette optimisation de portance et cette minimisation de traînée n'est pas compatible, hein, humide et classique. Mais on se rend compte surtout que finalement, la voile classique, elle a des données de portance pas trop mal, et surtout des données de traînée absolument intéressantes. Et donc notre voile en nylon est la meilleure option pour un vol en parapente optimisé, puisqu'elle réunit une portance très intéressante et une traînée très intéressante également. Et on peut évidemment parler des conditions atmosphériques également, qui sont non pas humides, mais air atmosphérique à 20 degrés. Et ça, on pouvait s'y attendre très simplement, hein, puisque dans la plupart des forums de parapente, il est conseillé de voler sur un atmosphère dégagé à 20 degrés,
sans trop d'humidité. Donc voilà. Maintenant, on va voir les conséquences d'un mauvais entretien du matériel, puisque ces variations d'élasticité qu'on a vues, plus raides, plus souples, sont dues à majoritairement la température, l'humidité et l'acidité de la pollution atmosphérique. Donc en fait, si on entretient mal un matériel, il peut y avoir des variations d'élasticité sur notre voile et sur nos suspentes. Alors l'objectif, ce sera de voir les conséquences d'un mauvais entretien du matériel. Et pour ça, rien de mieux que de plonger nos échantillons finalement dans des dégradations. Des dégradations par abrasion, au ponçage au papier de verre, des dégradations type thermique, 48 heures dans une étuve à 120 degrés, des dégradations dans une humidité certaine, 48 heures immergées dans l'eau, on ne peut pas faire plus humide, et dans également une acidité, 48 heures dans H2 SO4 à 6 mol par litre. Euh, cette condition-là, elle est un petit peu extrême, mais pour le coup, j'avais pas trop de temps en fin d'année et il me fallait absolument des résultats rapides. Donc pour l'acidité, j'ai préféré mettre une acidité assez élevée et on verra qu'il y a eu des conséquences. Donc on a une conclusion seulement qualitative, mais on va voir que ça va nous suffire vu la puissance des dégradations. Au final, ça, c'est nos échantillons de référence. On remarque que donc pour l'humidité, notre échantillon commercial n'a absolument pas bougé. Notre échantillon personnel, lui, c'est complètement gorgé d'eau et c'est dilaté, et puis même un petit peu séparé, un petit peu abîmé. Pour le thermique, pareil, hein, le commercial n'a pas bougé, alors que le personnel a complètement brûlé. Et pour l'abrasion, il y a un léger détressage du commercial et une complète dégradation du personnel. Pour l'acidité, évidemment, pas de résultat, hein, puisque HDSO4 à 6 mol par litre a complètement hydrolysé n'importe quel polymère que je mettais à l'intérieur. Donc on n'aura pas de conclusion sur l'acidité. Évidemment, ça va nous suffire pour conclure parce que on remarque que notre échantillon commercial qui avait un degré de polymérisation de l'ordre de, il me semble, 200 et quelques, donc un peu plus de 10 fois, 11-12 fois le degré de polymérisation du personnel, est totalement intact dans la plupart des dégradations, à part l'acidité où il a été totalement hydrolysé, mais ça c'est dû évidemment à la force de l'acide, et à part à l'abrasion où il y a eu un léger détressage, mais c'est pas dû en fait au polymère en lui-même, c'est dû vraiment à la conception du matériau macroscopiquement, je veux dire. Comparé à l'échantillon personnel qui, lui, notamment sur la thermique, c'est très visible, a été complètement détruit. Et ça, on peut supposer que c'est dû à une différence assez élevée de degré de polymérisation. Donc en fait, pour conclure, le nylon, c'est un polymère qui a des structures microscopiques rigides, principalement dues aux liaisons hydrogène et à la polarité, qui a une résistance à la rupture et aux compressions due à la structure semi-cristalline hein, de shish kebab, et puis qui a un degré de polymérisation élevé dans nos résultats qui étaient de l'ordre de 200, mais qui peut aller jusqu'à 5000 dans certains ouvrages. Et toutes ces propriétés sont donc mises à profit dans la conception et la fabrication de voiles et dans la conception et la fabrication de suspentes, puisque ces propriétés sont relativement stables, même face à des dégradations, même face à des expositions à des conditions extrêmes. Et donc, évidemment, en plus, car finalement, le nylon reste, d'après nos
nos simulations le meilleur matériau pour fabriquer les voiles. Alors on peut se demander évidemment si dans un futur proche, surtout par rapport à l'aspect environnemental de la conception des polymères, on sait que c'est euh, très controversé aujourd'hui avec l'écologie, etc. On peut se demander s'il y aura un jour un matériau plus apte et plus adéquat à faire ce qu'on demande pour la conception de voiles et de cordages de parapente, de parachute ou autre. Mais ça, c'est toute une autre histoire. Alors la présentation est finie. Euh, Juste la présentation de quelques annexes que j'ai rajoutées, qui m'ont pas été demandées par le jury, mais que j'avais imprimées, que je leur avais données en rentrant dans la salle. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont pas demandé de passer sur les annexes. J'ai mis donc quelques petits programmes Python, notamment le programme de degré de polymérisation avec la propagation par Monte Carlo. Donc on peut voir ici. Également le programme d'analyse des résultats des simulations. Ce programme en fait il sert juste à récupérer les données sur Excel. Ici on peut voir ici là que ça c'est les données qui sont extraites sur Excel par SolidWorks que j'ai juste remis là. Et ça trace juste les histogrammes, donc rien d'intéressant. Le mécanisme de la polycondensation. Ici, bon, je vais pas tout détailler, mais bon, mécanisme rapide classique, hein, mécanisme type Fischer, qui est au programme de deuxième année de PC. Ici, ça c'est la formule d'exploitation du titrage, comment je fais pour remonter à la masse molaire du nylon, et donc au degré de polymérisation classique. Ici, c'est des petites différences entre le nylon 6 et le nylon 6.6 parce que lors des entraînements aux oraux, on m'avait posé la question sur les différences des différents nylons. Donc j'avais mis une annexe pour expliquer les différences et pourquoi on avait choisi le nylon 6.6 par rapport notamment au nylon 6 ou par rapport également au nylon 10 et 11. 11 et 12, pardon. Le nylon 10 existe, mais je ne l'ai pas mis là. Donc rapidement, voilà, résistance à la traction, fluidité, je détaille un petit peu, avec toujours les sources. Et des sources sur les plus acides, parce qu'il y a eu quelques questions aussi lors des entraînements aux euros sur la provenance des plus acides. Comment ça se fait qu'il y ait de l'acidité dans les pluies, relativement classique. Et puis le protocole de détermination du degré de polymérisation avec une bibliographie d'images classique. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Donc ce type m'a donné la note de 16,8. Et les questions que j'ai eues étaient globalement une partie, je pense que c'était un examinateur chimiste qui m'a beaucoup parlé du titrage et de la réaction de synthèse, avec beaucoup de questions de cours. Et le deuxième examinateur, qui était, je pense, une professeure de physique, m'a beaucoup plus interrogé sur les simulations par SolidWorks, notamment sur le fonctionnement du logiciel et sur comment j'ai fait pour designer la voile et comment je fais pour paramétrer la simulation. Voilà. Eh ben, merci pour votre attention.